Moi, on me nomme Madame Akodoja Égide. Je suis une gérante d'une société de la place. J'ai 43 ans. Moi, c'est Aurel Dakoussi. Je suis rédacteur web pour le site Le 11 du Bénin et je suis étudiant en master. J'ai 24 ans. Enchantée. Enchanté aussi. Madame Égide, moi, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce qu'à votre époque, vous faisiez pour communiquer et aussi pour vous distraire, puisque je suppose qu'à votre époque, il n'y avait pas vraiment la technologie et tout ce que nous avons aujourd'hui. À notre époque, il n'y avait pas vraiment les smartphones. Et pour se communiquer, il y avait, je vais dire, un peu de difficulté. Donc, si la personne a une longue distance, il faut prendre une voiture pour aller envoyer peut-être quelqu'un pour aller charger la commission. Même si vous êtes dans la même ville ou bien dans la ville où c'est des quartiers, il faut envoyer quelqu'un pour aller charger la commission. La personne prend un taxi, un ZEM pour aller charger la commission. Ou même, on peut écrire. On écrivait des messages sur un petit papier qu'on envoie, toujours par l'intermédiaire de quelqu'un qui ira remettre la lettre. Et la personne lit, le renvoie. C'était un peu ça. Donc, il y avait pas, en tant que tel, il y avait des téléphones fixes. Et c'est ceux qui avaient un peu les moyens, qui avaient ces téléphones fixes à la maison et qui pouvaient appeler leurs proches pour leur dire ce qu'ils avaient à dire en ce temps. Mais des smartphones comme on l'a aujourd'hui, jusqu'à ce que les petits-enfants l'utilisent, il n'y en avait pas pour que la communication soit si rapide comme on l'observe aujourd'hui. J'aimerais quand même que toi aussi, tu m'expliques un peu comment tu le vis aujourd'hui, cette manière de communiquer. Bon, par rapport à la manière de communiquer aujourd'hui, je pense déjà qu'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus rapide qu'en votre temps. Aujourd'hui, si j'ai envie de discuter avec quelqu'un, qu'il soit ici au Bénin ou à l'extérieur, dans la même ville ou pas, je n'ai qu'à prendre mon smartphone et choisir un réseau social sur lequel la personne et moi nous sommes connectés et juste lui envoyer un message pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Et c'est la même chose pour les distractions. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de se déplacer ou de se mettre même en groupe avant d'avoir une distraction avec quelqu'un, que cette personne-là soit loin de vous ou non. À notre époque, se distraire de la manière a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de smartphone ou la distraction. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est à sens unique. Si tu as un smartphone, il y a des jeux sur ton portable, tu peux l'utiliser, tu fais ton jeu. Mais à notre époque, il y avait moi, j'apprécie beaucoup, c'est mon opinion, j'apprécie beaucoup plus la distraction de notre époque que de ce moment-ci parce que je vois qu'il y avait la convivialité, il y avait des jeux en famille et ça faisait que il y avait des brassades entre frères et sœurs ou même si l'autre est dans son coin, par le jeu, vous pouvez vous rassembler. Il y avait des moyens de se créer ces jeux soi-même. On n'achetait pas des jeux. Comme aujourd'hui, il faut aller acheter des jeux vidéo ou bien l'utiliser sur le portable. Si tu n'achètes pas de portable, tu ne pourras pas l'utiliser sur ton portable. Mais on avait cette manière-là de s'improviser nos jeux nous-mêmes. Avec un petit papier, tu peux écrire, faire quelque chose sur ton papier, vous allez faire le jeu ensemble. Ou même il y avait des graines. Par exemple, le domino, c'est des grains. Des arbres, des fruits d'arbres qu'on utilisait pour faire le domino. Nous, on faisait le domino. On faisait par exemple les jeux de cartes. Les jeux de cartes, bon, c'est des jeux que tout le monde utilise. Et on appelait ça communément jeu de SIPA. Et il y avait beaucoup de méthodes, plusieurs méthodes pour le faire. Et ça donnait de la joie, ça incitait, même quand on a un temps libre, à aller rester dans son coin, à s'approcher d'un frère, d'un ami pour faire un jeu. Et il y avait aussi des jeux, par exemple, à l'école, moi, je faisais beaucoup plus le jeu de claquettes. Comme on appelait en son temps Buntu, les jeux de claquettes. Quand la récréation sonne, on était pressés pour aller faire ce jeu, pour se donner un peu de la vivacité avant de rentrer en classe pour continuer les cours.
Il y a beaucoup de jeux qu'on faisait en famille et ça donnait beaucoup de la joie. Mais aujourd'hui, je remarque que même à la maison, quand les enfants ont leur téléphone, il y a pas, ils ne sont pas ensemble pour faire des jeux, ils ne s'amusent pas ensemble et chacun prend son téléphone, il est dans son coin, il joue à son jeu et puis je vois que c'est restreint, il y a pas ça ne donne pas de la joie, ça ne donne pas de la convivialité. Moi, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui vit dans cette génération et qui vit vraiment à l'ère des smartphones et de toutes ces nouvelles technologies-là, je pense que oui, il manque quand même un peu de convivialité. Je prends l'exemple de quand je vais au terrain de foot par rapport à quand je suis chez moi. Je sens directement la différence par rapport à la façon dont les choses se passent entre mes amis et moi par rapport à quand je suis chez moi. Mais je pense qu'il faut aussi relativiser, voir les choses sous un autre angle. Si j'ai un ami qui n'est plus au Bénin, même si je vais au terrain de foot, je ne le verrai plus. Donc, pour garder quand même une certaine amitié, je vais dire un certain lien avec cet ami-là, les réseaux sociaux aident grandement à garder ce lien-là. Donc, je pense que c'est vrai, la convivialité, ça peut manquer un peu parfois, mais c'est aussi un peu dû à notre société qui est de plus en plus individualiste, où chacun se cherche vraiment. Donc ce n'est pas seulement lié à l'arrivée de la technologie ou autre, c'est vraiment aussi lié à comment la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui se passe, surtout côté individualisme. Donc voilà. Certes, j'accepte ce que tu viens de dire, mais je voulais te demander, est-ce que euh, quand tu vis le fait d'être seul à faire ton jeu, être dans ton coin, est-ce que ça n'a pas un impact sur toi-même? Bon, ça dépend de la façon dont on veut voir cet impact-là. Il n'y a rien que l'on fasse qui soit sans impact sur nous. Tout ce que nous faisons a un impact aussi minime soit-il sur nous. Maintenant, je pense que le fait d'être seul n'est pas forcément mauvais, mais c'est le fait de rester tout le temps seul qui peut avoir vraiment un impact poussé sur la personne qu'on devient parce que tu es seul à ruminer sur les mêmes idées et on n'a plus forcément l'ouverture d'esprit dès qu'il s'agit de discuter avec d'autres personnes et ça rend la discussion moins intéressante la plupart du temps quand tu es quelqu'un qui est habitué à rester seul. Maintenant, si je vais prendre mon cas personnel, je suis beaucoup dans le travail, comme j'ai dit au départ, je suis rédacteur web, donc je suis beaucoup sur l'ordinateur et autres, donc je ne réponds pas forcément aux messages et pour enfin, le temps que je passe sur le téléphone n'a pas forcément un très très grand impact sur moi par rapport à quelqu'un qui va passer toute sa journée sur son smartphone à scroller sur les réseaux ou à discuter ou non avec des gens. Donc, l'impact dépend de la façon dont, c'est mon avis, de la façon dont la personne utilise ces réseaux sociaux-là ou même les autres moyens de technologie à bon escient. Donc, voilà. Et j'aimerais savoir à quel jeu tu joues souvent et pourquoi tu aimes ces jeux-là. Bon, pour parler de jeux, j'ai deux favoris. Premièrement, le premier est sur mon téléphone, c'est eFootball mobile, où c'est un jeu de football avec les joueurs. Il faut former son équipe et affronter d'autres personnes dans le monde, dans ton pays, des amis ou même des gens à travers le monde, à travers les ligues e-football et autres. Maintenant, le second, je suis ce qu'on peut appeler un herbogéniste. Je fais ce qu'on appelle la culture générale et j'aide plusieurs groupes dans lesquels nous pratiquons cette activité-là. Donc, lorsque j'ai le temps de pouvoir m'y rendre, enfin, je ne lésine pas sur les moyens pour quand même pouvoir y aller. Ça me permet de me cultiver aussi, d'avoir quand même des gens avec qui je partage la même passion et ça me permet quand même de me divertir un temps soit peu avec des gens autour de moi. Donc, principalement, ce sont les deux jeux-là. Maintenant, en dehors de ça, je joue un peu au foot
quelques fois dans la semaine, 1 ou 2 fois dans la semaine en fonction de mon programme. J'en arrivais là, exactement, parce que je voyais que au début, tu parlais que de jeux. Je voyais que ces jeux n'étaient que sur le smartphone. Et je voulais te demander si il ne serait pas bien de faire un autre jeu aussi qui peut te permettre de mettre ton corps en mouvement par moment, parce que je te disais tantôt que nous, on faisait la claquette. La claquette, ça demandait beaucoup de sport. Et c'est parce que c'est un jeu qu'en le faisant, on ne sent pas on déployait d'efforts. Et il y a beaucoup d'autres jeux qu'on faisait, et dans ces jeux-là, il fallait utiliser son corps, et il fallait se débattre envers son adversaire pour pouvoir gagner. Et ça nous permettait de profiter de l'occasion là pour faire le sport. Et je voyais que comme tu parlais de smartphone et de tes 2 premiers jeux, c'est que tu étais rien que sur ton portable et tu étais face à ton portable. Et là, bon, je voyais qu'il n'y avait pas de mouvement. C'est absolument pas comme ça. En fait, quand j'ai parlé de ça premièrement, parce que je me disais que il fallait commencer par là, expliquer ce que c'était, parce que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens, beaucoup plus âgés que moi, lorsqu'ils te voient jouer, ils se disent « Mais ça, c'est quoi? Est-ce que tu ne peux pas faire ci? Est-ce que tu ne peux pas faire ça? C'est mieux. » Donc, je voulais d'abord commencer par là pour expliquer que ce n'est pas forcément parce que je joue et c'est sur mon smartphone que c'est une mauvaise chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être quand même un peu seuls. Ça peut être lié à la timidité ou à leur éducation ou à leur façon d'être naturelle. Et donc, ces jeux-là peuvent quand même aider ces gens-là sans forcément entrer au milieu de plusieurs personnes, de quand même pouvoir se distraire. Et aussi, ça aide le cerveau à rester quand même actif. Et donc, ce n'est pas vraiment mauvais. Là où ça peut devenir mauvais, c'est de ne rester que sur ça. Tu es assis du matin jusqu'au soir sur ça. Là, ce n'est pas forcément bon, mais pouvoir varier. Tu joues un peu à ça, mais savoir, bon, après 30 minutes, 1 heure, bon, il faut que je mette de côté, que je fasse autre chose, que je bouge mon corps. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ou sans le smartphone pour se distraire quand même à notre époque et maintenir une bonne hygiène de vie en prenant l'exemple des claquettes dont vous avez parlé qui demandaient beaucoup d'efforts. Moi, en jouant au foot, certains en jouant au basket et autres, ils peuvent utiliser leur corps tout en s'amusant aussi, un peu comme à votre époque. Maintenant, moi, ma question, c'est, selon vous, est-ce que la technologie a plus rassemblé les gens ou au contraire, ça a plutôt créé des divisions, les gens s'éloignent de plus en plus les uns des autres? Je ne dirais pas que la technologie a divisé les gens. Je vois qu'il y a de rapprochements, mais ce rapprochement, c'est pas visible, selon moi. Je vois que ce rapprochement n'est pas visible. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, tu veux échanger avec quelqu'un, la personne ne peut ne pas être à côté de toi. La personne a une longue distance, tu lui envoies des messages. Et dans les tierces qui viennent, il t'envoie, s'il est connecté, il t'envoie rapidement la réponse. C'est une belle chose. Ça permet d'avoir rapidement des solutions à de petits soucis qu'on a. Et je trouve que je dis que ça ne rapproche pas forcément, ça ne met pas de distance forcément entre les gens, dans le sens où, sur ce smartphone, on peut aussi créer des groupes où il y aura plusieurs personnes, on échange ensemble, on peut faire des lives, on peut faire des appels en groupe, on peut même faire des réunions en groupe, même que ce soit vidéo, que ce soit audio, on peut se dire beaucoup de choses en un laps de temps en groupe. Mais dans l'autre sens aussi, je suis partagée parce que je me dis que ça se fait par téléphone. Et on ne se voit pas forcément. Ce serait que, il y a par exemple aujourd'hui des amis que moi je connais, des gens avec qui j'ai fréquenté et on s'écrit. Je leur ai écrit il y a plus de 5 ans. On ne s'est plus jamais vu, mais on s'écrit presque tous les jours, mais presque toutes les semaines. Mais je les ai vus physiquement comme ça il y a plus de 5 ans. Donc je vois que là, il y a aussi une distance entre la personne, il n'y a pas de rassemblement en tant que tel, de rapprochement physique en tant que tel. Bon, déjà par rapport à ce que vous avez dit, moi je pense que vous allez quand même beaucoup plus dans le sens de ça
rapprocher des gens, surtout par rapport à des gens qui ont envie de communiquer tout en étant à de grandes distances. Oui. Maintenant, sur l'impact que je vais dire négatif que vous avez soulevé, c'est-à-dire il y a des gens qui ne se sont peut-être pas vus depuis 5 ans, 10 ans, mais qui discutent quand même régulièrement. Je pense que c'est quand même un avantage parce que si je prends à votre époque quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, il y a très peu de chances que si vous voulez le recontacter aujourd'hui, vous puissiez le retrouver facilement. Ce qui n'est pas le cas à notre époque ici où même en mettant son nom sur un réseau social, s'il s'inscrit sous ce nom-là, avec la photo de profil ou autre, vous pouvez retrouver la personne maintenant. Là où, pour moi, ça a quand même un peu divisé en étant d'abord d'accord avec vous, que ça rapproche quand même. Là où ça a quand même divisé, c'est que ça donne la possibilité à des gens de dire certaines choses qu'ils n'oseraient pas dire réellement et de s'en prendre à des gens qui ne peuvent pas les toucher ou qui ne peuvent pas discuter directement avec eux en face parce que c'est toujours plus simple, tu es derrière ton écran, tu sais que tu es en sécurité de pouvoir discuter et de dire ce que tu as dit à la personne, que cela soit vrai ou pas. Donc la division vient plutôt du fait que quand on n'a pas le même point de vue que quelqu'un, cette personne-là peut se permettre de dire certaines choses qui nous mettraient mal à l'aise et qui mettraient à mal la relation qu'on peut entretenir avec cette personne-là par les réseaux sociaux. Donc oui, c'est vrai, ça rassemble beaucoup, mais dès qu'il y a une petite division, il peut y avoir de très grosses conséquences, surtout avec la propagation des réseaux, des groupes, comme vous avez parlé, où rapidement des clans peuvent se créer en fonction du point de vue de chacun sur la question qui aurait été précédemment soulevée. J'aimerais savoir si, en utilisant les réseaux sociaux aujourd'hui, ça n'enlève pas l'authenticité de la personne avec qui on échange. Ça dépend en fait du niveau d'honnêteté de chacun. Moi, c'est mon avis. Moi je suis quelqu'un, je vais dire que je suis quand même quelqu'un d'un peu honnête. Donc, je vais dire que si la personne avec qui vous discutez n'est pas honnête, malheureusement, on ne peut pas forcément s'en rendre compte en discutant à travers les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes se font catfisher, comme les Américains aiment dire, où tu discutes peut-être avec un homme, mais qui se fait passer pour une femme sur les réseaux sociaux. Donc oui, on n'a pas forcément, on ne ressent pas les émotions que la personne veut véhiculer à travers le message qu'il veut envoyer. Tu le lis et c'est à toi d'interpréter de la façon dont tu le sens ou sur l'humeur que tu as au moment où tu reçois le message. Mais moi, je pense que si les gens qui sont en train de discuter sont un tant soit peu honnêtes, ils n'ont qu'à... Enfin, ils expriment librement et clairement ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et ça ne devrait pas vraiment enlever de l'authenticité à la discussion qu'ils sont en train de mener. Mais à partir du moment où il y a une personne malhonnête dans la discussion, alors oui, l'authenticité va disparaître. Mais au même moment, lorsque on se retrouve en face à face et que vous êtes face à quelqu'un qui sait très bien mentir, que vous le vouliez ou non, enfin, il va quand même mentir. Maintenant, ce sera à vous d'attraper ou pas. Donc, ça ne change pas vraiment de la vie réelle, seulement que c'est beaucoup plus facile de mentir en étant derrière son téléphone qu'en étant face à la personne par rapport au tic qu'on a quand on dit la vérité ou pas, ou même par rapport à la façon de s'exprimer lorsqu'on est vraiment libre en parlant ou lorsqu'on ne l'est pas vraiment. Même si la personne ne ment pas, je vois qu'il y a un autre cas qui se présente pas souvent. Tu envoies un message à quelqu'un et par rapport à toi, tu as une compréhension du message que tu lui as envoyé. Mais en le lisant, la personne peut mal le lire et mal comprendre ce que tu lui as envoyé et le prendre dans un autre sens qui peut dégénérer. Je vois ça aussi dans le sens où on peut parler de l'authenticité du message que la personne envoie, diffuse du moins envers l'autre. Et là, ça peut dégénérer, ça peut créer même une situation que tu n'y penses pas. Et ça peut créer ça peut faire même en sorte que vous ne serez même plus des amis, juste à cause de ce petit message-là.
Parce que, Moi, je le dis parce que moi, je l'ai vécu. Un message que j'ai envoyé, je n'avais même pas l'intention que qu'on la vous a personne a traité. eu, oui. Et j'ai essayé de me faire comprendre de toutes les manières, mais on n'a pas voulu me comprendre. On l'a prise comme on l'a pensé. Bon, maintenant, moi, je ne veux pas insulter, enfin, je ne vais pas insulter la personne avec qui vous avez malheureusement eu ce différend, mais lorsqu'on est quelqu'un qui a un tant soit peu de bon sens ou un tant soit peu d'intelligence même, on laisse l'autre s'exprimer. Et lorsque tu n'as pas bien compris quelque chose, tu dois pouvoir demander, ah, qu'est-ce que tu voulais dire en disant ceci? Et c'est pourquoi l'honnêteté revient. Si j'ai voulu dire quelque chose et que la personne me demande ce que j'ai voulu dire, si je peux m'exprimer avec d'autres mots pour que la personne comprenne, je ne vais pas m'en priver, je vais juste lui expliquer. C'est vrai que, mais au même moment, si je dis quelque chose d'ambigu ici, face à vous, votre compréhension ne sera pas forcément la même de ce que je suis en train de sortir de ma bouche par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, les problèmes qu'on rencontre sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément différents de ceux qu'on rencontre dans la communication, dans la vie réelle. Le tout, c'est la facilité qu'on a pour mieux, enfin, pour mal se faire comprendre. Par exemple, il y a des gens, enfin, de ma génération la plupart du temps, qui lisent quelque chose qui leur font rire. Et il y a des emojis que nous utilisons aujourd'hui. Et au lieu d'utiliser un emoji de rire, il va utiliser un emoji qui pleure. Si la personne avec qui il discute ne comprend pas dans quel sens il utilise cet emoji-là, ça peut tromper la façon dont, enfin, ça peut tromper sa vision de la réponse que la personne est en train d'envoyer. Donc, c'est vrai, comme vous disiez, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas seulement sur les réseaux sociaux, même en écrivant une lettre à quelqu'un. La personne ne sait pas quelle émotion je ressens au moment où j'écris la lettre. En la lisant, lui, il la lit avec l'émotion qu'il a sur le moment. Et ça peut être sujet à une mauvaise interprétation. Mais c'est en fait lié au fait que dès qu'il y a une communication à distance, on ne ressent pas l'émotion que l'autre veut forcément véhiculer. Et ça peut prêter à confusion. Le tout, c'est l'honnêteté dont je parlais, c'est d'être honnête et de laisser la possibilité à l'autre d'expliquer clairement ce que cette personne-là voulait dire. Et ensuite, réagir par rapport à son explication. Sinon, ne pas laisser la personne parler et juste dire, ah non, tu n'as pas raison d'avoir parlé comme ça, tu as raison, non, c'est pas forcément la meilleure solution. Parlant dans ce sens, je vois que tu trouves que, quoi qu'en soit la méthode, on a toujours un souci, on a toujours un inconvénient. Toujours. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup disent qu'il y a trop de laisser-aller à la génération d'aujourd'hui par rapport je parle surtout des petits-enfants, par rapport à la télévision. Et on dit que les parents laissent les enfants regarder plein de choses à la télévision, des trucs qu'il ne faut pas. Et moi, à notre époque, il y avait la télévision, certes, mais on n'avait pas accès à la télévision. Tu regardes la télévision qu'en week-end et que lorsque tes parents te donnent l'ordre de venir regarder la télévision. C'était ça. Moi, je regardais la télévision quelques samedis. Je ne dirais pas tous les samedis, mais quelques samedis. Et les dimanches, c'est rare. Les dimanches, si tu dois regarder la télévision, ce ne serait que dans la journée. Et aujourd'hui, je remarque que les enfants regardent la télévision et quand ils veulent et comme ils veulent. Parfois, même tu es devant la télé, l'enfant vient, il t'arrache la commande pour allumer la chaîne que lui, il veut. Alors qu'en notre temps, tu ne peux même pas aller au salon des parents pour dire que tu veux regarder la télévision. J'aimerais bien que tu me dises si tu ne trouves pas que là, est-ce que ce qu'on dit en disant qu'on laisse le laisser aller actuel, genre, c'est ça qui est le plus grave que celui de notre temps. Bon, déjà, moi, il y a une phrase qui m'est venue en tête au moment où vous étiez en train de parler. Il y a quelqu'un qui dit que la génération précédente dit que celle qui la suit fait toujours n'importe quoi. C'est souvent comme ça. Maintenant, par rapport au laisser-aller, est-ce que c'est la faute d'un enfant si on lui a donné la possibilité d'agir comme ça?
vous avez dit tout à l'heure, tu ne peux pas oser. Et ce n'est que quand on te donne la possibilité que tu peux venir au salon regarder. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est de la faute de l'enfant si on lui a laissé la possibilité d'agir comme ça, ou c'est plutôt la faute du parent qui est beaucoup trop laxiste? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut déjà observer. Par rapport à votre temps, déjà, les parents étaient beaucoup plus rigoureux et aussi, les parents savaient, enfin, même s'ils n'avaient pas sous les yeux les impacts négatifs que ce qu'on voyait à la télévision, même s'ils n'avaient pas directement ça sous les yeux, même s'ils ne le soupçonnaient pas forcément, ils essayaient quand même de cadrer un peu leurs enfants pour leur permettre de grandir dans les meilleures conditions. Donc, je pense que c'est aussi la faute de la génération qui est malheureusement la vôtre, qui a laissé les enfants prendre un certain pouvoir. Malgré que moi, je suis quelqu'un de jeune, jusqu'à aujourd'hui, si je suis avec mon père, je ne lui imposerai pas de regarder un programme ou un autre. Donc, le laxisme dont vous parlez, c'est vrai, ça existe. Tu vas voir aujourd'hui un enfant qui a peut-être 10 ou 12 ans sortir des phrases ou faire des choses que toi, à 10 ans, même si on te payait pour dire ça, tu n'oserais pas le dire. Mais qui lui a donné cette possibilité-là? C'est la société dans laquelle il vit, c'est l'éducation que ses parents lui ont donnée, qui lui ont montré que oui, même si tu dis ça, il n'y aura pas forcément de conséquences. Alors que je ne vais pas me prétendre plus vieux, mais à un certain moment, en tout cas pour nous qui sommes nés à un certain moment, lorsque le parent te dit non, c'est non. Et il n'y a pas possibilité de négociation ou quoi que ce soit. Donc, il y a aussi ce laxisme-là. Il n'est pas seulement orchestré par les enfants, mais c'est surtout orchestré par celui qui doit pouvoir resserrer la vis quand il faut, qui ne le fait pas. Donc oui, il y a du laisser-aller, mais le laisser-aller n'est pas de la faute de l'enfant. Lui, il prend les droits qu'on lui a laissés. C'est si tu le limites qu'il va faire des choses dans un cadre limité. Si tu ne le limites pas et tu le laisses agir comme il veut, il va agir comme il veut, et que ce soit avec les parents ou avec d'autres personnes. Et tu as tout à fait raison. Je te l'ai demandé parce que par rapport à ta comparaison de la messagerie ou des échanges, je voyais que tu voyais que c'était 50-50 si je vais parler dans ce sens. Mais en t'écoutant, je vois que tu viens par rapport à mon idée. Exactement, moi aujourd'hui j'ai vécu ça, ce que je viens de t'expliquer. Mais aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai inculqué à mes enfants. Mon enfant, avant de regarder la télé, viendra me demander la permission. Maman, je veux regarder la télé. Ok, tu peux regarder la télé parce que je regarde. Si le moment où il veut regarder la télé est propice pour regarder la télé. Et même au cours de l'année scolaire, moi, il y a des chaînes que je bloque. Tu ne peux même pas. Il y a des chaînes, je connais leurs chaînes préférées. Et ce sont ces chaînes-là que je bloque surtout. Et les chaînes que moi-même, je ne trouve pas intéressantes pour les enfants. Je bloque toutes ces chaînes-là. Et eux-mêmes, ils sont tellement adaptés à ça au point qu'au cours de l'année scolaire, ils savent que pour regarder la télé, ce ne serait qu'au moment où ils ont déjà fini leur devoir. Comme moi, maintenant, il y a un laps de temps pour s'amuser. Et quand on sera devant la télé, maman ne sera pas mécontente. Non, c'est un peu ça. Déjà, je suis d'accord en grande partie et je vous encourage à continuer comme ça l'éducation par rapport aux enfants. Maintenant, moi, il y a un impact négatif que nous avons oublié jusque-là. C'est l'impact par rapport à l'éducation que nous recevons sur les réseaux sociaux ou même, ne serait-ce que par rapport à la manière d'écrire. L'apparition, par exemple, des emojis ou des abréviations a facilité, ou même du correcteur orthographique du clavier du téléphone, a fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à écrire les mots les plus basiques dans la langue française. Ils ont du mal à écrire ces mots-là parce que soit c'est le correcteur qui corrige tout le temps quand il fait une erreur, soit il y a une abréviation que tout le monde comprend et qu'on utilise. Aujourd'hui, quelqu'un veut dire quel, que ce soit quel, 2 L-E ou quel avec un seul L, il va juste mettre KL et celui qui discute avec lui va comprendre que la personne est en train de dire quel. Et celui qui comprend ça et celui qui est en train d'écrire ça, ils peuvent, par réflexe du fait d'utiliser tout le temps cela,
écrire ça à des moments où, à des endroits où cela ne devrait pas se faire, dans une lettre, que celle-ci soit administrative ou personnelle, ou même sur un CV ou sur certains documents, alors qu'il faut quand même utiliser un certain langage par rapport à ces documents-là. Donc, c'est vraiment un impact que beaucoup de gens ignorent. On a de plus en plus de gens, de jeunes comme moi, qui ont vraiment, vraiment du mal à pouvoir parler et écrire correctement français du fait que ils utilisent, je ne vais pas dire du fait qu'ils utilisent les réseaux sociaux, mais du fait que, vu qu'il y a un correcteur qui est là, vu qu'il y a des abréviations qui existent, on se demande quelle est la nécessité d'aller apprendre la bonne écriture du mot en question. Et donc, bon, au moment opportun, lorsque tu as besoin de l'écrire ou de montrer que tu connais ce mot-là, on l'écrit ou on l'utilise dans un contexte qui n'est pas forcément adapté. Donc, c'est un impact que beaucoup de gens négligent et on ne peut que essayer d'améliorer cela. Moi, je conseillerais la lecture parce que, comme j'ai dit précédemment, moi, je fais de la culture générale et pour avoir ne serait-ce qu'un peu de culture, il faut lire et faire beaucoup de recherches. Et en lisant les mots que tu ne connais pas ou les mots que tu n'as jamais vus, tu vas tomber forcément dessus à un moment donné et ça va te permettre d'améliorer ton vocabulaire et tout le bagage en griffe intellectuelle que tu possèdes. Et j'aimerais vous demander, selon vous, entre la façon de communiquer avant, et là je ne parle que de la communication, et la façon de communiquer aujourd'hui, laquelle vous préférez? Avant de répondre à ta question, je reviens à la manière dont tu viens d'expliquer ou bien de faire ressortir cet impact-là dont on n'avait pas parlé et que moi, ça m'a échappé parce que c'est un truc que je n'aime surtout pas. Quand tu m'envoies un message et que je vois que je suis plus âgée que toi et que tu m'envoies un message et que tu n'écris pas les mots dans l'ordre comme cela se doit, tu n'écris pas réellement les mots et que tu m'écris des trucs abréviés ou autres, je fais copie et je te balance, je dis pas compris. Et tu réécris, tu écris encore un truc dedans que je n'ai pas bien compris. Je te refais la même chose jusqu'à ce que tu refasses bien la phrase. Parce que ce n'est pas forcément les mots qu'on écrive mal, mais il y a aussi la conjugaison qu'ils oublient. Les gens ne font plus la conjugaison comme il le faut. Moi, je viens d'une mère enseignante et j'ai été bien éduquée dans ce sens. On m'a bien tapé pour ça. Et ça fait que je ne permets pas qu'on m'écrive des trucs qu'il ne faut pas écrire. Cela ne veut pas dire que je suis parfaite, mais je fais l'effort d'écrire des phrases comme il faut et correctement. Maintenant, par rapport à ta question, je te dirais, bon, je ne suis pas contre, hein. La méthode actuelle est meilleure. Si ce n'est pas qu'il y a il n'y a pas de truc qu'on ne fasse sans qu'il y ait de conséquences. Il y a toujours des conséquences et bien c'est à soi-même de s'adapter, de s'améliorer pour ne pas virer dans ce sens-là. Sinon, la méthode actuelle est la meilleure parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses facilement. Beaucoup de choses. Pour communiquer, il faut appeler rapidement dans les minutes qui suivent. Vous allez régler un souci. Disons qu'entre-temps, c'est notre maman qui est malade. Je ne le souhaite pas. Et que ton frère n'est pas à côté. Il est loin, il est dans une autre ville. Et tu es seul avec elle. Peut-être qu'elle a fait un saut, elle est passée chez toi. Et vous êtes allé à l'hôpital. Ça commence par dégringoler. Tu veux envoyer un message à ton frère. Tu es obligé d'envoyer quelqu'un qui va prendre le taxi pour aller. Et ça, cette distance, ce temps-là, ça crée beaucoup de situations. Mais si tu l'appelles au téléphone, tac, 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 mais si c'est quelque chose qui vous empêche à l'hôpital, bien, si par exemple c'est les moyens financiers, même pas les téléphones aujourd'hui, facilement, s'il a les moyens, lui peut te balancer rapidement de l'argent et vous allez commencer par faire les soins, les premiers soins en attendant que les choses ne rentrent dans l'ordre. C'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de choses que la technologie actuelle nous permet de faire et qui est facile, mais on ne verra pas forcément le côté négatif pour dire que ce n'est pas une bonne méthode. C'est vraiment une bonne méthode et moi, je l'apprécie. Juste qu'il faut que nous nous ressaisissons pour éviter ce qu'il ne faut pas. Merci beaucoup, madame, pour vos différentes interventions et tout ce qui a été dit. Ça a été un plaisir de discuter
avec vous et j'espère qu'on va se retrouver une prochaine fois pour d'autres discussions. Merci à toi aussi pour l'échange qu'on a eu à faire parce que j'ai beaucoup apprécié. Tu m'as donné des informations et c'était fructueux et j'ai beaucoup apprécié. Merci. Et ravi de te connaître et je pense qu'on se reverra. Merci.